Nous poursuivons avec une commande publique. Cette fois, on y a déjà fait allusion. C'est le concours, lancement du concours de maîtrise d'œuvre pour la future école. Monsieur Boucher. Oui, donc ce soir, donc, c'est officiellement, entre guillemets, le lancement d'une nouvelle école, bien que le travail ait bien entendu commencé depuis un certain temps. Donc, il s'agit ce soir donc, de la construction donc, d'un équipement neuf d'école et le concours restreint de maîtrise d'œuvre avec remise de prestations niveau esquisse plus. C'est ce qui est détaillé dans la délibération, c'est-à-dire les modalités de choix du maître d'œuvre. Donc, nous avons acté en 2015 un programme d'évolution des écoles de la commune à l'horizon des 10 prochaines années pour répondre à l'augmentation des besoins d'accueil des élèves de primaire. Je rappelle que, parce que souvent on confond, élémentaire et maternelle ensemble s'appelle primaire. Donc primaire, c'est maternelle et élémentaire. Ainsi, après les extensions du groupe scolaire des Hutins, donc une extension que je juge très réussie, de la maternelle de Bois-Livron, du groupe scolaire Jean Mermoz, donc qui est actuellement en travaux et qui est pratiquement terminé, qui va être livré dans les semaines qui viennent. Là. Donc la création d'un nouveau groupe scolaire avenue Jules Ferry est lancée de manière à répondre à l'augmentation des effectifs d'ici 2025. Nous prévoyons une ouverture donc en septembre 2025 de cette nouvelle école. Cette nouvelle école sera une école de 18 classes, une école primaire de 18 classes avec une partie maternelle de 7 classes et une partie élémentaire de 11 classes. Évidemment, ça c'est la partie strictement scolaire. Au niveau du périscolaire, donc la création d'un service de restauration scolaire comprenant un office de réchauffage et des salles de restauration à destination de 70% des effectifs totaux du groupe scolaire. C'est-à-dire qu'on se donne des marges, parce qu'en général, il n'y a pas 70% des élèves qui mangent donc à la restauration scolaire. On se donne des marges parce qu'il y a une évolution dans le temps qui montre qu'il y a de plus en plus d'enfants qui mangent, et ça permettra de répondre éventuellement à des besoins des écoles à proximité, quand la situation est plus tendue au niveau périscolaire. Création d'un CLAE, donc centre de loisirs associé à l'école, à destination de 32% des effectifs du groupe scolaire. La création d'un jardin d'éveil pour enfants de 2 à 4 ans d'une capacité de 30 places adapté à l'accueil d'enfants handicapés. Je précise, alors, ce qu'est un jardin d'éveil pour en gros traits, hein, c'est une crèche, donc c'est un accueil à la journée qui ne prend pas les bébés de moins d'1 an et qui peut garder des enfants qui devraient être scolarisés à 3 ans et qui, pour des raisons de handicap ou de difficultés particulières, ne pourrait pas l'être. Voilà, donc c'est ça que ce jardin d'enfants, mais retenez que c'est une crèche avec plutôt des enfants grands, entre guillemets, pour une crèche. Voilà. Création d'un gymnase scolaire pouvant accueillir les compétitions club jeunes. Création d'un pôle administratif pour le groupe scolaire, création d'un logement pour gardiens et création d'espaces extérieurs. Voilà donc le programme de l'école. Le projet sera développé sur le site dit de l'îlot des 3 places. Donc c'est entre le parc Clémenceau et Château-Rouge. Et s'organisera sur plusieurs niveaux. Il s'agira d'intégrer l'ensemble des fonctions attendues en garantissant le respect des vues et la limitation des masques solaires sur les opérations voisines et sur site. Les flux à l'intérieur de l'établissement seront organisés de manière à réduire les circulations du public sur le site tout en limitant les croisements entre différentes fonctions. Ce projet s'inscrira dans une volonté d'exemplarité environnementale dont les objectifs sont en cours de définition. Je vais vous en donner un mot, même si ce n'est pas dans la délibération. Donc ça se mesure, enfin, la qualité d'un bâtiment se mesure à ce qu'on appelle l'énergie et le carbone, ce qu'on appelle les EC.
Donc nous visons d'être très bons en énergie et d'être excellents en carbone. Le carbone, ce sont les matériaux utilisés. Ça veut dire que nous visons une ambition E3C2 dans le jargon des... Enfin, vous me reprenez Marie-Claire si je ne suis pas... Dans le jargon de la construction, c'est-à-dire très bon en énergie, il y a 4 niveaux sur l'énergie, donc le 3e niveau. Et puis excellent en carbone, en C2, ça va nous obliger à avoir des matériaux pratiquement uniquement biosourcés, en bois, en bois, construction bois notamment. Voilà, donc c'est l'objectif que l'on se donne, en sachant que nous travaillerons aussi, parce quand on parle souvent d'énergie, on pense à l'hiver, et au froid et à les dépenses d'énergie. Les problèmes que nous avons aussi maintenant, ce sont des problèmes de confort d'été dans les écoles. Donc il est très important d'y penser, puisqu'en juin et en septembre, mai, juin, septembre, ce sont des mois difficiles où la température monte beaucoup au sein des écoles. Donc le confort d'été sera un souci très particulier. Et puis la qualité environnementale d'un projet, pour moi, elle ne se limite pas à la qualité du bâtiment, mais à la qualité de l'ensemble de l'espace. Et évidemment, pour une école, les cours de récréation, enfin les espaces extérieurs sont extrêmement importants. Donc je me suis perdu dans la délibération. J'en étais donc à la volonté d'exemplarité environnementale. L'enveloppe prévisionnelle, donc j'en ai parlé tout à l'heure, affectée aux travaux. Donc c'est affecté aux travaux. Donc 11 700 000 €. Hors taxe, oui. Afin de retenir le groupement de maîtrise d'œuvre pour l'opération, un concours restreint anonyme est lancé. À l'issue de la phase de candidature, 3 candidats seront retenus et concourront sur la base d'une esquisse plus. C'est un niveau qui est situé entre l'esquisse et l'avant-projet sommaire. La procédure prévoit la sélection des candidats sur les compétences, la qualification de l'équipe et la qualité des références présentées. Après examen des dossiers de candidature et avis motivé d'un jury, les 3 candidats sélectionnés remettront une prestation à partir d'un niveau de consultation contenant les programmes de l'opération qui leur sera adressé. Donc il y a 2 temps dans le choix. Un premier temps où on prend sur, entre guillemets, dossier 3 candidats que l'on garde en fonction de ce qu'ils ont déjà réalisé et de leur qualité, de ce qu'ils ont déjà fait. Et ensuite, donc, on passe au choix entre les 3. À la remise des 3 projets sur niveau esquisse plus, le jury examinera la conformité des prestations proposées par rapport au règlement du concours, les évaluera et proposera un classement. Il pourra également décider d'auditionner les candidats. Le pouvoir adjudicateur décidera ensuite du ou des lauréats du concours. Il engagera avec le ou les lauréats une négociation en vue d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre en application de l'article du Code de la commande publique. Passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable. Donc, conformément à l'article du Code de la commande publique sur proposition du jury, les candidats qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer, soit esquisse plus, affecté d'un abattement au plus égal à 20%. Le montant forfaitaire de chaque prime est fixé à 55 000 €. C'est-à-dire les 2 candidats qui ne seront pas retenus touchent une prime pour le travail qu'ils ont effectué pour nous présenter leur projet. Donc la réception des 3 projets est prévue pour juillet 2021. La date de démarrage de la mission est fixée à fin octobre 2021, la date indicative de démarrage des travaux fixée à fin 2022, la date de fin de travaux fixée au premier semestre 2025 pour une ouverture de l'école donc en septembre 2025. Le jury, je vous propose que le jury soit composé ainsi, donc les membres à voix délibérative. Donc le président de la commission, donc il sera soit monsieur le maire en personne, soit madame Marilyn Boucher, adjointe en charge de la commande publique. Les 5 membres de la commission d'appel d'offres de la ville, donc il y a 5 membres titulaires, 5 membres suppléants.
Louisa Lounis en sa qualité d'adjointe en charge de l'enfance, de l'éducation, de la jeunesse, et un tiers de professionnels ayant une qualité équivalente à celle des candidats, soit 4 professionnels qui seront désignés. Les membres à voix consultative invités, donc le représentant de la direction départementale de la protection des populations ou son représentant, et madame la trésorière principale ou son représentant. Voilà, donc je vous propose d'approuver le projet de création d'un nouveau groupe scolaire sur ce site, d'arrêter le montant de l'enveloppe financière des travaux à 11 700 000 € hors taxe, de prendre acte du lancement du concours de maîtrise d'œuvre, de fixer le montant de la prime du concours à 55 000 € hors taxe et d'approuver la composition du jury pour cette opération telle que je vous l'ai présentée. Merci. Monsieur Gaconnet. Oui, c'est toujours intéressant de pouvoir voter la construction d'un nouveau groupe scolaire, c'est que la population augmente aussi et la jeunesse arrive aussi. Moi, je suis très surpris par contre sur les effectifs de la restauration scolaire. Alors c'est vrai quand on est dans la minorité, on a plus tendance à attirer ceux qui se plaignent que ceux qui se réjouissent de la ville, mais j'ai beaucoup de personnes qui me parlent de difficultés à trouver des places dans la restauration scolaire à Annemasse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il y a une liste d'attente qui est établie? Est-ce qu'on peut en connaître le nombre de personnes qui sont en attente de restauration scolaire? Parce que, à vous entendre, c'est vrai que je peux comprendre que tous les effectifs n'allent pas forcément manger à la cantine, mais c'est vrai qu'on a aussi pas mal de retard sur les autres écoles, et c'est vrai que quand on fait une nouvelle construction, on peut se permettre d'aller un petit peu plus haut en pourcentage pour aussi compenser les autres écoles, d'autant que sur votre liste de grands projets, je ne dirais pas ça un catalogue, il y a stipulé des restaurants et des crèches. Donc c'est vrai que je suis assez étonné sur ce pourcentage, et également le pourcentage des effectifs liés au CLAE. C'est vrai que quand on est parent, c'est pas évident de laisser son enfant tous les matins à 8h30 et de le récupérer à 16h30. Et c'est vrai que vu qu'on a une population qui a une moyenne d'âge de 44-45 ans, ça veut dire des jeunes avec enfants, je pense qu'on pourrait aussi augmenter ce pourcentage. Voilà, s'il est encore temps. Monsieur Boucher, je vous laisse répondre. Madame Lounis est absente, elle a un problème familial, donc elle aurait pu répondre plus précisément sur les restaurations scolaires, mais Monsieur Boucher suit suffisamment le dossier pour pouvoir vous apporter des précisions. Oui, ce pourcentage, il n'a pas été fait au doigt mouillé. Il est énorme. 70%, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Bon, vous savez que pour la restauration scolaire, il y a eu ces dernières années une modification qui nous vient de l'État et qui ne permet plus d'avoir des critères d'inscription à la restauration scolaire. Donc c'est un bouleversement qui s'est produit, qui fait que d'un service qui était plutôt pour des personnes qui n'étaient pas en capacité de recevoir leurs enfants le midi à la maison parce qu'ils n'étaient pas là, ou pour des gens qui étaient socialement en difficulté, ou on est passé à un service qui doit être ouvert à tout le monde. Après, il y a de grandes discussions autour de ça, sur le souhait, est-ce qu'il est souhaitable que des enfants aient une inscription en collectivité depuis le matin tôt jusqu'au soir tard. C'est un grand... Pardon ? Laissez-moi terminer. Est-ce qu'il est souhaitable que ce soit comme ça quand on est en capacité de lui faire une pause en midi parce qu'on est là? C'est un grand débat qui traverse tout le monde, les enseignants, les parents, voilà. Donc, il y a effectivement une liste d'attente qui existe, donc qui ne concerne à peu près que des parents qui ne travaillent pas. Je crois qu'il y a très peu de parents qui travaillent, qui sont dans les anciennes catégories prioritaires et qui ne trouvent pas de place à la restauration scolaire. C'est un peu plus tendu sur 2 sites, à ma connaissance, que sont Marianne-Cône et Saint-Exupéry. Voilà, nous trouvons des solutions, puisque nous avons augmenté notre capacité. Je m'excuse parce que je ne m'attendais pas à cette question et ce n'est pas moi qui suis en charge du scolaire. Donc nous avons augmenté notre capacité
donc pour recevoir des enfants. La difficulté que l'on a est de deux ordres. Une difficulté récurrente qui est le fait de trouver des animateurs. Parce que quand on parle de beaucoup de turnover dans la mairie d'Annemasse, c'est souvent des animateurs du périscolaire, hein, puisque vous avez annoncé un turnover extrêmement important. C'est pour des vacations que nous avons ce turnover. Nous avons du mal Nous n'avons pas d'étudiants sur la ville, qui, contrairement à d'autres villes, utilisent beaucoup les étudiants pour ces vacations-là. Ce n'est pas le cas de notre ville, puisque nous n'avons pas d'étudiants. Donc il y a une vraie difficulté de recrutement et de recherche de compléments de temps, parce qu'on ne vit pas, évidemment, avec le salaire des heures de restauration scolaire sur notre ville. La deuxième difficulté, quand même, elle est temporelle, je l'espère. C'est-à-dire qu'en ce moment, toutes les mairies sont en difficulté sur la restauration scolaire, puisqu'il faut que chaque élève soit séparé d'1 mètre de son voisin, que les classes ne soient pas mélangées, qu'il y ait quand il y a 2 classes, il y a une séparation qui est de 2 mètres entre les deux classes, enfin entre les élèves des classes quand ils mangent à la restauration scolaire, et que tout ça est difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire que les places supplémentaires que nous avions prévues, nous ne les avons pas mises en œuvre, parce qu'en temps de Covid, là, je pense qu'il n'est pas... on évite les grands rassemblements et on évite d'avoir des difficultés supplémentaires. Donc on est sur cet équilibre-là. Je pense qu'il y a une liste d'attente. Je pense que cette liste d'attente ne touche pas beaucoup de parents qui sont en situation de ne pas pouvoir garder leurs enfants à la maison le midi. Et je pense que ça sera en partie résorbé lorsque les modalités d'accueil liées au Covid auront évolué, quand nous sortirons de cette crise. Voilà. Donc 70% est quand même quelque chose, est un pourcentage énorme. Voilà. En général, c'est de 50 à 60% que dans les villes qui sont bien dotées. Voilà. Donc, il n'est pas dit que nous n'ayons pas une évolution sur un autre lieu de restauration. Nous y travaillons aussi. Peut-être situé au niveau de l'épicerie sociale, dans le programme, c'est possible. Ou alors, si on ne le fait pas, c'est qu'on aura retrouvé au niveau de la maternelle de Marianne Cohn une possibilité de déplacer 1 ou 2 classes donc, dans cette nouvelle école-là et de récupérer de la place pour la restauration scolaire. Voilà un petit peu ce plan. Le site paraît grand, comme ça. Et quand on a placé l'ensemble du programme, vous pouvez demander à Marie-Claire Louillot, présente ici, voilà, il n'est pas si grand que ça. Donc il faut bien affiner les choses. Et je pense que nous sommes sur de bons paramètres là, et qui sont déjà, je crois, larges, et il fallait qu'ils soient larges. Voilà. Merci pour cette réponse très complète. Je crois, pour rappeler les derniers chiffres que vous avez donnés, normalement la norme, elle est en dessous de 50%. C'est-à-dire que, vous savez, quand il y a des programmes, il y a des normes qui sont à respecter pour la dimension des classes, etc. On ne fait pas ça au pif. On a fait, si je me souviens bien, Camille Claudel à 60% pour la restauration scolaire. On avait déjà augmenté et on a là à 70%, c'est-à-dire qu'on prend en compte le besoin réel que vous avez soulevé. Madame Meka. Oui, bonsoir. On a entendu dire ces derniers temps qu'il y avait des classes qui allaient fermer sur Annemasse. Est-ce à dire que la carte scolaire, la répartition de la carte scolaire va être modifiée de façon à ce qu'on puisse amener des élèves sur cette école par rapport aux classes où il y aura aux écoles où il y a des classes qui auront été fermées? Puisqu'apparemment, il n'y a pas la même demande sur tout le territoire, ce qui est normal, c'est par rapport aux constructions et aux lieux de vie. Mais du coup, est-ce que cette carte va être revue? Il est évident que la création d'une école implique une nouvelle carte scolaire.
parce qu'on ne va pas faire des petits morceaux. Donc il y aura un travail, y compris en liaison, en concertation avec évidemment les enseignants, avec les parents et avec l'éducation nationale, pour répondre aux effectifs de cette école qui montera en puissance d'année en année. Mais il y aura une refonte de la carte scolaire, forcément, quand on fait une nouvelle école. C'est ce qu'on a fait avec Camille Claudel, c'est ce qu'on avait fait auparavant avec Saint-Exupéry, etc. Forcément. Monsieur Boucher ? Oui, juste pour répondre à ce point-là, c'est vrai que nous constatons dans nos prévisions d'effectifs, entre le moment en 2015 où on a fait les prévisions d'effectifs et maintenant, plutôt une décélération de l'augmentation de nos effectifs, ce qui est très positif. Voilà, parce qu'on pense, voilà, je ne dis pas qu'on risquait d'être débordé, mais ça risquait d'être très tendu. Et la carte scolaire de cette année montre qu'on est je ne sais même pas si on crée de classe, c'est à peu près équilibré sur la ville, globalement. Voilà, donc il doit y avoir une fermeture à Jean Mermoz, je crois, qui est prévue. Voilà. On ouvre, on ferme. Oui, ça ouvre et ça ferme. Oui. Donc, mais je pense qu'on doit se féliciter plutôt de cette situation-là, hein, puisque ce que l'on cherche, c'est quand même à maîtriser l'augmentation de notre population et de maîtriser l'augmentation quelque part du nombre d'élèves et des services qui vont avec. Donc, moi, je constate ça. J'en suis un peu étonné, très honnêtement. J'en suis un peu étonné. Parce que je ne mesure pas pour l'instant de décélération au niveau des projets de construction. Hein, je vais même vous présenter une modification numéro 3 à venir qui tend à limiter le nombre de constructions parce que la pression des promoteurs reste extrêmement forte. Mais nous constatons une décélération, ce qui nous met plutôt plus à l'aise pour les années à venir concernant l'accueil des enfants à l'école. Et c'est positif, bien entendu. Je crois qu'on n'a pas suffisamment intégré les chiffres de population INSEE, qu'on peut discuter, hein, évidemment, mais c'est quand même une référence. Et le tableau de l'évolution depuis de notre population dans les 10 dernières années montre que jusqu'en 2016, la population sur notre ville, hein, sur l'agglo c'est à peu près semblable, augmente chaque fois de plus de 1000 habitants par an. Et que depuis 2016, on est en dessous de 2000, on est entre 600 et 800 habitants sur les années. C'est-à-dire que la volonté de maîtriser grâce à un PLU plus serré, qu'on va dire, montre qu'elle a déjà des effets. Et ces effets-là, on les retrouve dans, évidemment, la scolarisation des enfants. Voilà, tout ce débat permet d'aborder beaucoup de questions très, très intéressantes. S'il n'y a plus d'intervention, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, merci. On est parti pour une nouvelle école.